Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Vincent de Wolf, Bonjour. Chef de groupe pour le mouvement réformateur au Parlement régional bruxellois et également bourgmestre de la commune d'Etterbeek. Pascal Smet qui fait un plan, Rudy Vervoort qui indique aux taximens que ce plan reste négociable. Est-ce que le gouvernement bruxellois a opéré une reculade hier face à la manifestation des taxis? Mais écoutez, je constate que le gouvernement bruxellois n'arrête pas de prendre des initiatives malheureuses sans concertation avec le secteur concerné. Ce matin, j'ai interpellé le ministre-président sur le tourisme. On sait que le patron de Bessie a parlé d'affrontement, a parlé de reculade, a parlé de scandale. Le Brussels Hotel Association a dit la même chose. Donc ça, c'est sur l'organisation de visites Bruxelles à l'avenir. Voilà, sans association avec le privé et sans concertation avec le privé. C'est la même chose au niveau... Même chose, plus que ça. Ils ont vraiment dit qu'ils étaient prêts à faire la guerre, hein, donc il faut le dire. Alors, par rapport à Uber et par rapport au taxi, moi, j'ai posé une question d'actualité à ce sujet pas plus tard que vendredi dernier, parce qu'effectivement, le ministre ne dit pas la même chose que le secteur. Le secteur dit qu'il n'y a eu aucune concertation, aucune réunion, aucune information. 73 réunions, répond Pascal Smet. Oui, mais donc qui a tort, qui a raison, c'est quand même un vrai problème. Donc il a promis à l'avenir de rencontrer le secteur. Ils avaient annoncé un mouvement dur, il a eu lieu hier, effectivement. Moi, je crois qu'on a dit aussi clairement au niveau du groupe, quoi, que pour autant qu'on légalise le système avec une certitude de fiscalité propre, de droits sociaux qui soient respectés, le respect des règles en matière de travailleurs, de chômage, activités accessoires, etc. Donc il y ait vraiment une équité totale entre les chauffeurs de taxi égalité de traitement. Et égalité de traitement. Que ça, pour nous, c'est le minimum. Mais est-ce que la note de Pascal Smet va dans ce sens-là, justement? Alors, cette note va dans ce sens-là, mais comme je l'ai dit dans mon interpellation au Parlement, c'est dans les détails que le diable peut surgir. Parce que sur l'objectif général de dire qu'il faut une équité entre tout le monde, écoutez, là-dessus, on est d'accord. Mais comment va-t-il le réaliser ? Va-t-il le faire en accord avec le secteur? Va-t-on indemniser ceux qui ont payé des licences? Va-t-on indemniser ceux qui ont déjà acheté des systèmes digitaux d'enregistrement, etc. C'est dans la finesse du détail qu'on va voir si ça va marcher. Mais donc quand Pascal Smet annonce qu'il va payer les fameux taximètres digitaux ou numériques et qu'il... mais je dis que certains l'ont déjà payé eux-mêmes. Mais quand il dit par exemple que Uber, c'est d'accord, Uber, Jump ou les autres systèmes de covoiturage, à condition que les sociétés soient agréées, qu'elles aient un registre où on note les courses des chauffeurs, que ce registre soit ouvert à l'inspection des taxis, à l'inspection sociale. Est-ce que ça, c'est suffisant ou pas? Est-ce que ça contrôle suffisamment Uber ou pas? C'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Il faut par exemple faire en sorte que la fonction de celui qui travaille chez Uber soit accessoire. C'est dans la note de Pascal Smet. On ne peut pas être chauffeur à temps plein. Mais il faudra voir comment ça va être contrôlé. Il faut évidemment éviter que quelqu'un qui soit chômeur puisse être chauffeur Uber. Il faut qu'on évite ce système où, quand il y a une taxe qui doit être payée, Uber dit « c'est moi qui paye, n'ayez pas peur comme chauffeur ». Donc, il faut une régularité totale. Il faut en profiter pour faire une refonte aussi du système taxi pour que ce soit conforme fiscalement, socialement, économiquement. Ouais. Et alors, nous, on pourra jouer la pièce. Mais comme je l'ai dit, c'est dans les détails qu'on verra si ça va être bien mené. Et le faire dans les détails, sans respecter le secteur, sans les écouter et sans aller finement, je crois qu'alors ça s'est perdu d'avance. Mais on a le sentiment du côté des taxis traditionnels qu'on est un petit peu abandonné par le monde politique qui est en train de dérouler un tapis rouge, ou en tout cas d'ouvrir la porte à Uber, y compris au mouvement réformateur. C'est la fameuse note sur la libéralisation du secteur des taxis qui a été présentée par Boris Diliès la semaine dernière. Qu'est-ce que vous répondez aux taxis traditionnels qui disent les politiques, notamment ceux du mouvement réformateur, nous ont abandonnés? Non, c'est pas vrai. D'abord, moi, j'ai reçu à plusieurs reprises des représentants... Vous voulez quand même la dérégularisation du secteur, une libéralisation du secteur? Mais il faut être raisonnable. Donc, nous sommes dans une économie de liberté. On voit qu'il y a pas mal de Bruxellois qui utilisent ce système. Aujourd'hui, c'est utilisé de manière, je vais dire, entre guillemets, sauvage, illégale, non organisée. Bon. À partir du moment où on ne porte pas préjudice au secteur des taxis, c'est ça le prérequis que nous mettons, où on veille bien à ce que ceux qui ont respecté les règles au niveau taxi ne soient pas préjudiciés par ce nouveau système. Pourquoi ne pas arriver à une légalisation mesurée, intelligente, proportionnée et respectueuse de tous? Il y a la place pour les deux systèmes? Mais moi, il n'y en a pas un qui va manger l'autre? Il n'y a pas de problème insoluble. Il faut rencontrer les nouveautés qui naissent sur le marché, s'adapter, adapter la réglementation. Et nous, on sera... Je vais d'ailleurs rencontrer à sa demande Pascal Smet à ce sujet. Il a demandé à me rencontrer parce qu'il a fort écouté
ce que je disais au nom du groupe dans ce dossier. Mais il ne suffit pas d'avoir un catalogue de bonnes intentions, comme il y a notamment dans la note. Il faut aller plus loin dans le détail. C'est ça que je dis. Alors, les pompiers, quand on appelle indûment le SIAMU, donc le service incendie et d'aide médicale urgente, est-ce que c'est pas normal qu'on paye? Mais c'est pas indûment, donc attention, ce serait ça que moi j'aurais rien dit. Mais ce qui je fais référence à une décision que vous prenez en tant que bourgmestre, cette fois-ci, Etterbeek conteste à une décision prise par donc le collège de bourgmestre d'Etterbeek a pris la décision d'aller hier au Conseil d'État contre une mesure de la secrétaire d'État en matière de SIAMU. Parce que c'est le Jodogne. Oui, c'est ça. Cette mesure, c'est quoi? C'est une mesure qui impose une redevance. Pour que vos téléspectateurs comprennent bien, une redevance, c'est le paiement d'un service rendu. Paiement d'un service rendu. Ce n'est pas une taxe. Et donc, il faut rendre un service à quelqu'un. Or, ici, qu'est-ce qu'on dit? Tant pour les particuliers que pour les services publics, si un service public, une zone de police, une commune appelle le service des pompiers, ou si un particulier appelle le service des pompiers, et que, in fine, il n'y a personne qui est responsable de la plaque d'hydrocarbures, de la cheminée qui allait s'effondrer, etc., c'est celui qui a appelé qui va devoir payer la redevance, alors qu'il n'a reçu aucun service. On a donc fait une consultation juridique dans un bureau spécialisé de droit administratif qui nous a confirmé que ça n'allait pas et qu'il fallait faire recours. On rappelle quand même que ça ne concerne pas tout ce qui est incendie, accident majeur. Non, il y a des choses qui sont... interventions des pompiers. Oui, c'est exact. Mais allez, imaginez quand même qu'un citoyen responsable, normalement prudent et diligent, un bon père de famille, comme on dit en droit, voit qu'il y a un danger sur la voie publique, il téléphone. Les pompiers viennent, ils enlèvent la nappe d'hydrocarbures, ils évitent qu'il y ait un effondrement, que sais-je. Et puis si on ne trouve pas de personne qui soit responsable, c'est cette personne-là qui a eu ce civisme-là. C'est ça, vous contestez. C'est scandaleux quand même. Ça veut dire que demain, et dans une commune c'est la même chose, si une commune fait son travail, une zone de police, et qu'elle n'est pas responsable de la situation, ce n'est pas à elle qu'on a rendu le service, on ne trouve pas qui est responsable du problème qui a été résolu, c'est cette autorité publique qui va devoir payer. C'est pas bien, et par rapport aux particuliers, ça fait courir le risque que demain, des citoyens n'osent plus appeler les pompiers pour éviter un sinistre à d'autres. C'est contraire à la solidarité. Que le portefeuille soit contraire au sens civique. Voilà. Vous êtes chef de groupe au Parlement bruxellois. Armand de Decker, c'est un de vos députés. C'est exact. Ouais. Est-ce qu'il y a une affaire de Decker? Écoutez, je lis la presse comme vous, donc je vois que la presse parle de M. De Decker dans un dossier qui n'est pas un dossier politique bruxellois. Nous, moi, à titre personnel, je suis très clair par rapport à ça. Il n'y a pas aujourd'hui de procédure judiciaire en cours, ni information, ni instruction concernant M. De Decker. Donc moi... Le barreau a juste indiqué qu'il allait l'entendre pour vérifier les aspects déontologiques de la question. Soyons un petit peu quand même raisonnables et paisibles dans un état de droit. Que voulez-vous que moi je vous dise sur ce dossier? Je n'en connais rien et je n'ai pas le droit d'en connaître. Il y a un secret professionnel. Ça concerne du fiscal, ça concerne peut-être du pénal, je n'en sais rien. Je ne vais pas donner un avis sur un dossier que je ne connais pas. Le montant des honoraires, est-ce qu'il vous chipote pas un petit peu? Je ne suis pas apte à en juger. Il y a des principes. C'est vrai, tout à fait. Est-ce que Armand de Decker est un meilleur avocat que vous? Est-ce qu'il a des honoraires plus élevés? La question me paraît mal posée. Moi, j'ai 30 ans de barreau. Je pratique les honoraires selon les règles qui existent. Et ces règles, c'est les autorités ordinales, c'est le barreau qui peut... le client est le premier juge, et puis c'est le barreau également, évidemment, qui peut vérifier si les honoraires... Ce sont quand même des honoraires élevés pour une seule et même affaire. Ce sont des honoraires qui sont élevés. Sont-ils justifiés ou non? Vraiment, je ne peux pas en juger. Est-ce qu'il y a quand même pas un problème, Vincent De Wolf, quand on est un élu, qu'on reçoit un traitement pour le service rendu aux citoyens et aux électeurs, de continuer à avoir une activité professionnelle qui peut, dans certains cas, vous mettre en porte-à-faux? Alors, tout d'abord, je voulais quand même dire, parce que je le pense, que je suis très heureux de voir que M. De Decker, et c'est normal, mais est un parlementaire actif dans mon groupe. Je peux vous dire que chaque fois qu'on lui demande de remplacer en commission, de faire ceci ou cela, il est très présent, il s'implique, et quand il le fait très bien, je tiens à le dire parce que je le pense. Il l'a fait sur la Palestine, il l'a fait sur le traité atlantique, etc. Alors, moi, je crois que, vous savez, dans tout, il faut avoir le sens de la proportion. Je pense qu'avoir demain un Parlement avec uniquement des fonctionnaires qui sont en pause carrière, des enseignants ou des et je n'ai rien ni contre les uns ni contre les autres. Mais un avocat peut aussi se mettre en congé le temps de son mandat. Attendez, et laissez-moi dire, donc, après. c'est important aussi d'avoir des gens qui restent par ailleurs actifs dans leur vie pratique, et c'est leur propre déontologie que de le faire comme il faut. Je sais qu'il y a donc différents parlementaires qui m'ont dit que
par rapport à ça, j'étais une sorte d'animal bizarre parce que je suis encore plus présent, me disait-il, que d'autres qui ne sont que parlementaires sensu stricto. C'est une question de choix de vie, mais effectivement, toutes les règles existent en matière de conflit d'intérêts, en matière de choses que l'on peut faire ou pas faire, et chacun est responsable par rapport à lui-même à cet égard-là. Moi, je suis toujours très soucieux de bien séparer les activités. A priori, les règles déontologiques et de conflit d'intérêts ont été respectées sur ce dossier? Mais je n'ai jamais l'habitude de m'exprimer sur un dossier que je ne connais pas. Et actuellement, je n'ai rien lu ni entendu à ce sujet. Faisons confiance à la justice, faisons confiance aux autorités de l'ordre. Est-ce qu'il y a un recentrage du gouvernement fédéral ces jours-ci sur les prépensions avec l'obligation de chercher activement du travail, sur les allocations de chômage dont on était suspendu si on aidait un conjoint ou un membre de sa famille souffrant, sur l'indexation des loyers qu'on avait prévu de maintenir alors qu'on fait un saut d'index sur les salaires? On observe une série de prises d'opposition. Est-ce qu'il y a un virage du gouvernement et un recentrage? On a été trop à droite? Non. Donc, écoutez, l'opposition fait son rôle au niveau du fédéral et donc ils agitent ce qu'ils peuvent agiter. Moi, je souris quand même de voir d'autres formations politiques venir dire maintenant le libéralisme social est mort et nous, on reprend ce concept. Ouais. Olivier Chastel a quand même fait toute une série de déclarations ce matin où il indique qu'il veut un certain nombre d'aménagements dans l'accord de gouvernement. Ah oui, mais ce n'est pas... Mais oui, mais ça c'est évident. Mais c'est dans notre core business, c'est dans notre âme, c'est dans ce qu'on pense depuis toujours. Mais pourquoi vous l'avez laissé passer au moment de l'accord de gouvernement alors? Mais ce n'est pas exact. Il y a au niveau de la position du MR, d'abord au niveau de l'accord de gouvernement, il y a des lignes directrices qui avaient été fixées. Il est apparu que, vous savez, entre la ligne directrice que l'on fixe et puis après quand on applique des mesures ou qu'on veut les appliquer, on voit qu'il y a des cas qui sont des aberrations. On ne soutient pas ces aberrations. Il est évident qu'en matière de prépension, par exemple, si c'est la notion de droits acquis, si quelqu'un avait moins de 60 ans en décembre 2014... Ça ne peut pas être rétroactif. Voilà, donc nous, on va soutenir effectivement que la rétroactivité, ça ne va pas. L'indexation des loyers... J'étais présent au Conseil du mouvement où ça a été débattu, j'étais présent aussi au bureau élargi. Je peux vous dire qu'on a été unanime et que la règle, c'est quoi? Ça ne sert à rien quand même d'avoir un saut d'index pour les salaires et de ne pas le faire pour les loyers. Ça veut dire que la région bruxelloise devra le faire si le fédéral ne le fait pas? Mais bien sûr, mais je pense que ce Vous allez soutenir le gouvernement de Rudy Verboten s'il propose un saut d'index sur les loyers? Absolument. Dans nos débats internes, j'ai été interrogé comme chef de groupe donc bruxellois et j'ai dit, écoutez, au nom de Bruxelles, par rapport aux libéraux, il est clair que nous, on soutient ce saut d'index pour les loyers parce qu'on sait bien qu'il y a une crise de logement, que le gouvernement d'ailleurs n'appréhende pas et que ça n'aurait pas de sens de le faire pour l'un et pas pour l'autre. Il nous reste 20 secondes. Est-ce que vous êtes un bon chef de groupe ou est-ce que vous êtes contesté en tant que chef de groupe? Je vous pose cette question parce qu'il y a eu quelques interrogations dans la presse écrite, dans l'un ou l'autre article. La presse a toujours le droit de s'interroger. C'est difficile de parler de soi-même. Moi, je me sens bien. L'ambiance est bonne. On va partir, non pas en classe verte, mais en séminaire entre nous. En 2019, vous serez toujours chef de groupe et potentiellement tête de liste pour les prochaines élections. Ça, c'est mon président qui en décidera. Moi, je reste enthousiaste, déterminé. J'ai fait une belle campagne. On a un bon esprit. On a fait 35 propositions déjà sur les quelques mois d'installation. Il y a des attaques anonymes dans la presse? Écoutez, je ne veux pas dire que ça me fait plaisir, mais quand on occupe des fonctions politiques élevées, ça est arrivé à tout le monde, quels que soient les niveaux aujourd'hui des uns et des autres. Reprenez l'actualité des derniers mois, des dernières années. Je crois que c'est le lot de tout politique d'un certain niveau. Moi, ça ne change pas ma ligne, ma détermination. Le gouvernement, il a fait quoi? Un projet sur le drapeau, c'est grotesque. Moi, je m'occupe des intérêts des Bruxellois. Ce n'est pas la politique spectacle, c'est du constructif, c'est du travail sur le terrain. Et croyez-moi, on s'entend bien, on travaille dans un bon esprit. C'est mon point de vue et c'est ma conviction. Merci Vincent de Wolf. On se retrouve demain pour un nouvel interview.